si nombreux et bienvenue à la 6e édition du concours d'éloquence du CELSA, organisé par Culturiste. Je suis Alexia Brun et avec Laetitia Regard, nous sommes coprésidentes de Culturiste et nous sommes l'association qui organisons justement cet événement tous les ans et qui participons à la promotion de la culture au sein du CELSA. Alors sans plus tarder, on va pouvoir commencer par présenter les jurys. Alors tout d'abord, Pierre Fauré, qui est créateur de contenu et vainqueur du concours national de l'édition 2023. Je vous laisse vous présenter. Oui, autour des contenus de poésie essentiellement. Et puis après ça, je dédie un peu ma vie à la prise de parole. J'ai fait pas mal de conférences partout en France et maintenant j'ai créé mon propre concours d'éloquence qui s'appelle le Prix Cyrano, qui rassemble des gens de tous les âges, toutes les origines et de partout en France, et même Belgique et Suisse, auxquels vous pourrez participer si vous voulez l'année prochaine. Et donc je suis très heureux d'être là pour écouter vos discours qui s'annoncent tout à fait réussis. Bravo. Ensuite, on a Anna Avdinanov, qui est maîtresse de conférences en linguistique et en littérature française à Sorbonne Université. Je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne suis pas éloquente, je n'ai jamais gagné de concours d'éloquence. En revanche, dans mes spécialités d'enseignement, j'enseigne l'analyse du discours, la rhétorique, et puis en tant que chercheuse, je suis spécialiste des polémiques et puis de la liberté d'expression de manière générale. Donc tout ce qui a trait au discours m'intéresse beaucoup et j'ai hâte aussi de vous entendre. Ensuite, nous avons Luc de Rouen, qui est présidente de l'association Sciences Po Forum. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très contente d'être là. C'est la première fois que je viens au CELSA. Donc moi, je suis étudiante à Sciences Po Strasbourg en Master 1 en droit et politique publique. Et je dédie aussi un peu une partie de ma vie à l'éloquence. J'ai participé à 2 reprises à la grande finale du concours national. Une fois contre Pierre et une fois avec Nathan. Comme je disais, je suis aussi présidente de Sciences Po Forum, donc c'est une association qui organise des débats et des conférences à Sciences Po Strasbourg et qui a pour but de promouvoir le débat d'idées et l'échange. Voilà. Merci et j'ai hâte de vous écouter. Liam Ortelsberg, on ne le présente plus, c'est presque un habitué du concours d'éloquence du CELSA. C'est la 3e fois qu'il nous fait l'honneur de présider au jury. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Eh bien, bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là également. Alors, j'étais ici jusqu'il n'y a pas très longtemps, j'étais en Master 2 Média, donc oui, ça arrive à des gens bien. Et sinon, oui, je travaille sur une chaîne YouTube d'humour qui s'appelle Sympa Cool, donc on fait une série qui s'appelle Coco Boîte. Et sinon aussi en analyse cinéma, une chaîne qui s'appelle Chronique Fiction. Et voilà, donc je suis un peu plus porté sur le texte, même si j'adore l'éloquence. J'ai participé à un concours que j'ai gagné, mais en 2022, c'est il y a 3 ans, je crois, donc je pense pas que vous étiez là, en tout cas pas tous. Et hâte d'entendre les 5 finalistes, bien sûr. Et Pierre qui est là, salut Pierre. C'est une prise de parole de 5 minutes, pas plus et pas beaucoup moins. Et pour déterminer les passages, on a tiré le sort pour un souci d'égalité. Et donc, les candidats et candidates ne savent pas, elles et ils même, dans quel ordre ils passent. Donc, je vais l'annoncer maintenant. En premier, nous écouterons Bianca Nayani. Clara Filippini. Justine Lanfried.
chaste visage. Mes joues sont encore humides, des larmes qui me secouaient quelques heures plus tôt. Je m'empêche maintenant de réprimer un sourire timide, et la boule de stress qui me parcourait a maintenant disparu. Je baragouine quelques mots d'anglais après une longue file d'attente pour mon visa, afin de rejoindre la place Taksim, place mythique d'Istanbul, où les quelques manifestations qui réussissent à émerger se déroulent là. Pas de 4G, mon forfait n'étant pas à jour, je n'ai qu'une ligne d'adresse, d'environ 5 mots incompréhensibles, marqués sur un bout de papier. Je m'arrête dans 3 kebabs, demandant à chaque fois mon chemin. Ma destination finale se rapproche, et c'est au tournant d'une rue que je comprends. Une légère pente douce, avec de part et d'autre de petits magasins illuminés, où l'on y accède par quelques marches, et devant, des petits vieux qui boivent le chai. Le chai, c'est le thé en turc. Et d'autres qui fument le narguilé. Très cliché. Mon cœur se soulève de joie et de plénitude. Ma rue pour les 6 prochains mois, que j'aime déjà. Ma grosse valise me tape dans les pieds quand je descends, je ne la sens même pas. Il fait froid, j'ai ma grosse doudoune noire. Si j'avais su tout ce qui allait m'arriver dans ce pays. La vie à la faculté, la première fois que j'ai vu le Bosphore depuis le bus, ce fameux bras de mer qui scinde la ville en deux, Istanbul qui a l'audace d'être à cheval entre l'Europe et l'Asie, où vous traversez comme bon vous semble, sur de gros ferries paresseux, où les mouettes vous frôlent en essayant de saisir un morceau de pain simite au passage. Cette lumière chaude qui vous enveloppe et qui brille sur la mer, l'appel à la prière qui résonne dans la ville à l'unisson, les rues encombrées, pleines de vigueur et de bruit. Le passage par les quartiers européens, transformés par la consommation occidentale, les grosses enseignes, les gens refaits et botoxés, aux quartiers conservateurs plus calmes, fiévreux, d'une ambiance particulière. C'est comme ça que j'imaginais Istanbul. Des rues calmes, avec des petits marchés et échoppes, des Turcs qui ne parlent pas un mot d'anglais, vêtus de manière plus traditionnelle, avec des barbes soigneusement taillées et des chemises à manches longues qui rappellent l'héritage des anciens. Des discussions qui ne se mêlent pas au vacarme de la ville, mais se déroulent dans des espaces plus clos, comme une danse discrète et respectueuse des codes sociaux. Les regards, quand ils se croisent, restent un peu plus longs, un peu plus graves. Comme quoi, croquer la pomme, c'est accepter d'être trompé par le goût et d'en découvrir d'autres. De nuit comme de jour, le corps est transporté, la rétine brûlée par le soleil éblouissant près des Minonos, au détour du quartier touristique, où je traînais souvent par peur d'oublier les belles choses à voir d'Istanbul, pour être sûre de m'imprégner de tout. Où j'ai emmené mes parents et amis, toute fière de baragouiner quelques mots de turc. En fait, je souhaitais me perdre dans cette immense cité, autant dans mes voyages que dans mes habitudes. Istanbul est une ville où vous vous perdez. Vous existez moins encore qu'à Paris. Je cherchais à me challenger, à découvrir une ville où vous faites 2 heures de transport, dans n'importe quelle direction, et vous y serez toujours. Son immensité est décadente. Et puis, quelques mois après, cette chaleur dans l'Est, quand je suis partie seule près de la frontière syrienne, sous 40 degrés, où j'ai failli rebrousser chemin quand mon bus pour Ankara a été annulé, où je suis retournée à la gare le lendemain, refusant d'abandonner pour une simple question de transport, où j'ai été la seule femme à me baigner sur une plage pour hommes, près de Vannes, avec l'impression d'être un bout de viande quand je sortais de l'eau, où on m'a dit que j'étais courageuse de partir seule en tant qu'étrangère, à l'autre bout de la Turquie, mais que ce désir était si fort que rien n'aurait pu m'arrêter, et ce, juste pour mon genre ou ma nationalité, où j'ai l'honneur de boire le thé avec un imam, où j'ai fait des rencontres incroyables qui resteront gravées dans ma mémoire, où je suis tombée amoureuse. Car quand on croque la pomme, cher jury, cher public, on ne recrache pas le boucher. Non. Ce serait trop simple. On la mastique longuement, on la broie de nos dents, on en laisse le jus s'échapper. Et même si celui-ci a un goût amer, on absorbe, on gobe chaque particule du fruit, du poison défendu. On accepte que la beauté du geste réside dans sa fragilité, sa dangerosité, mais aussi sa vaillance, son impatience, que tout n'est pas dû, qu'il
faut aller chercher des choses qui nous font peur, qui nous terrifient. Istanbul a été ma pomme, la plus précieuse, car la première de ma vie. Et je suis partie en laissant des choses douloureuses derrière moi, en sachant le risque que je prenais, en ayant peur de mes décisions, de mes choix. Mais j'avais tant besoin de cette liberté. J'ai tout gagné, et ce croc fut le plus vivifiant et le plus sucré de mon existence. Enfin, pour le moment. Cette fois, je tourne et le trognon se détache. J'ai 7 ans, je m'amuse à compter mon âge en tournant ma pomme à la cantine. Je baisse les yeux car j'ai peur. Je n'ose pas parler avec les autres qui semblent tous si dégourdis. Je suis tétanisée, intimidée. Je les observe. Allez, je croque. Je tourne. Cette fois, je tourne et le trognon se détache. J'ai 16 ans, je n'arrive pas à mettre cette robe décolletée que j'étais pourtant ravie d'acheter. Je suis trop vulgaire aux vannes toisées. Je ne croque pas. Je tourne. 18 fois, je tourne et le trognon se détache. J'ai 18 ans et j'ai peur d'aller parler à ce garçon. Je ne lui plairai jamais de toute façon. Je le regarde de loin et je craque. Je tourne. 20 fois, je tourne et le trognon se détache. J'ai 20 ans et je vais aller étudier à l'autre bout du monde. Vivre de vrais trucs. Pourquoi pas LA, Sydney ou bien Roubaix. Mais j'arrive pas à le quitter. C'est proche que je ne veux pas loin. Je ne croque pas. Je tourne, 21 fois je tourne et le trognon se détache. J'ai 21 ans et je suis navrée de vous décevoir, mais tel est le constat. Parfois j'ai eu de l'audace et d'autres fois j'ai eu de l'angoisse. Alors me voilà face à vous ce soir, toute seule, toute nue, toute crue. Ça vous rappelle quelqu'un? Car après tout, c'est à cause d'elle que c'est devenu le bordel. D'elle et de son désir incontrôlé d'y goûter qui, depuis, nous fait tous hésiter par peur du péché. Il faut dire que les conséquences furent intenses. Porter la vie avec corpulence, enfanter dans de grandes souffrances, pire encore, avoir pour l'homme une dépendance. Avec gros bordel, je vous l'avais dit. Alors au nom de toutes les femmes ici, Ève, si tu m'entends, avec nos salutations les plus distinguées, on ne te dit pas merci. Avec Ève est née la faute. Mais oui, vous savez, Ève, cette femme sujette à la plus transgressive des tentations et à la plus répressive dégustation. Depuis, on lutte avec l'envie, le désir et la culpabilité. Trop souvent, on défend à l'enfant de manger le gâteau qui le nargue sur le buffet de la cuisine. On lui interdit fermement et pourtant... Mais c'est la faute à Ève, vous répondrait-il. Oui, la faute de cette femme tentatrice de l'homme est responsable de sa chute en être mortel. Trop facile. Depuis la pomme, on blâme la femme, stupide et naïve. Depuis la pomme, on frappe la femme, désobéissante et incontrôlable. Et alors même que cette doxa s'est scandaleusement répandue jusqu'à nos jours, les hommes continuent de s'approprier ce qu'ils n'ont pas fait. Tenez, prenez cette immondice qu'ils ont, souvent toute petite, surtout la tienne, Nathan. En faisant des allers-retours dans la gorge. La pomme d'Adam, voilà. Vous voyez cette formulation? Eh bien, appropriation. On attribue à l'homme ce que la femme a fait en premier, car souvenez-vous, c'est elle qui a d'abord osé l'hypothèse. Enfin, vous me direz, si on a retenu cette expression, c'est surtout parce que ce con d'Adam se pense un morceau de pomme au moment de l'avaler. Depuis le début des incapables. Tel fut le moment de son péché. Original. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Il y a trop de préjugés à éplucher pour le temps qu'il m'a été accordé et j'en suis navrée. Alors à la question « Fallait-il croquer la pomme ?» je réponds. Je réponds « Ève, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi car tu m'as appris le courage de braver mes interdits. Oui, parfois j'ai croqué, d'autres fois non. Mais la vie, c'est jamais tout rose ou tout gris. La vie, c'est les erreurs, les victoires, les peurs et les écarts, mais on répare, puis on repart. Avec Ève est née notre histoire à tous. L'histoire de l'imparfait, l'histoire de ces trucs qu'on n'a pas fait, mais ceux aussi qu'on a parfaits. Alors, comme d'autres avant moi, je n'ai pas honte de le dire. J'aime beaucoup les pommes. Je suis une mangeuse de pommes. Ah, Chirac avait raison. Ne dit-on pas justement qu'il faut savoir croquer la vie à pleines dents? Alors, chère audience, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, mais permettez-moi de vous donner un conseil. Croquez-la.
Croquez-la, cette pomme de pain, cette pomme de terre, cette pomme de douche, cette pomme de rainette et cette pomme tapis gris, peu importe, mais croquez-la. Osez cette malicieuse transgression, osez être le plus Isaac des Newton, la plus Blanche des Neiges, le plus Steve des Jobs. Au final, la pomme ne les a absolument jamais déçus. Alors je tourne. Plein de fois, je tourne et le trognon se détache. Mince, j'ai arrêté de compter. Je sais pas trop où je suis ni ce que je fais, je suis un peu paumée. Mais à présent, sans aucune hésitation, je croque. Car des regrets, j'en aurai, mais des remords, jamais. Merci. Son corps sculpté, ses formes douces, ses courbes généreuses sont une promesse silencieuse, une invitation subtile à s'y perdre. Sa chair sucrée, cachée sous une peau éclatante, semble appeler l'étreinte. L'étreinte d'un instant, d'un souffle, d'un frisson, à peine effleuré. Cette Pink Lady, adepte du Pink Pony Club, incarnation parfaite de l'envie, devient soudainement bien plus qu'un fruit. Elle est une promesse, un rêve éveillé. Mais la tentation d'un instant de douceur ne saurait égaler la frénésie de l'attente. Croquer la pomme, c'est sacrifier l'imaginaire au profit d'une réalité éphémère et décevante. C'est dans l'attente que se crée l'imaginaire, et si on croque la pomme, il n'y a plus d'imaginaire. Et on cède à une réalité sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Croquer la pomme, c'est la consommer, c'est renoncer au désir, c'est renoncer à la vérité cachée dans les replis du désir, parce que c'est dans l'attente que tout se déploie. Que la chair frémit, que l'imaginaire se réveille. C'est en s'imaginant la bague au doigt qu'on se termine en date au Riva. C'est dans l'attente d'un message que l'on retend l'attachement. Qui, parmi nous, n'a jamais attendu le message d'un crush? 16h30, j'envoie ma réponse. 16h30, il l'a pas encore vu. 16h40, vu. 23h20, toujours en vue, mais c'est parce que c'est un mec occupé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Mais moi, pendant ces 6 heures, j'ai vécu 6 vies. Dans la première, on était en Sicile. Toi, moi, nu au soleil. Dans la deuxième, on était à Paris. Toi, moi, nu sous la pluie. Et dans la troisième, on était en Islande. Toi, moi, nu. Oh non, quand même, il faisait froid. Et dans l'attente, il n'y a pas de déception. Il n'y a qu'excitation et hâte. Dans l'attente réside cette magie ineffable qui rend chaque instant plus intense, plus beau, plus délicieux. C'est l'anticipation qui excite, c'est l'imaginaire qui tisse le fil du plaisir, frémissant et insaisissable. Croquer la pomme, c'est s'exposer à la désillusion alors que s'en préserver, c'est cultiver cette flamme. Le désir, c'est dans l'attente qu'il prend feu. Le désir, c'est l'excitation d'un cadeau encore emballé. Le désir, c'est le frisson de l'interdit, ce moment suspendu où tout est possible. Comme Darcy et Elisabeth quand tout n'est qu'échange piquant et regard volé. Comme Tony et Maria avec tout le tragique du « je veux, mais je ne peux pas ». Comme Jack et Rose avant que... Non, là encore, il faisait trop froid. 23h30, bip, le téléphone. Et puis par SMS, 3 lettres. S, D, K. Ça dit quoi? Sérieusement? 3 lettres pour 6 heures d'attente? Tous mes rêves s'évanouissent. Ma Justine imaginaire se rhabille, prend ses chaussures et claque la porte. Je le savais bien, mais c'était tellement plus amusant, plus excitant de rajouter un peu de piquant dans ce tableau sans pigment. Croquer la pomme, c'est briser l'illusion fragile, détruire le doux jeu du possible, du furtif. Car la véritable saveur, c'est celle du désir, c'est celle qui réside dans la douceur de l'attente. La pomme ne saurait rivaliser avec la promesse infinie que porte l'attente, ni avec la beauté de ce qui reste inassouvi ou suspendu. Le
le plaisir, réside dans l'invisible, dans ce qui effleure sans jamais saisir, dans le souffle juste avant la chute. Car, mesdames, messieurs, c'est dans l'attente que naît le véritable désir. Celui qui enflamme l'âme, celui qui s'étire, se transforme et devient une danse délicate entre l'espoir et la réalité. Croquer la pomme, c'est perdre cette magie. Alors il ne fallait pas la croquer. En croquant dans cette pomme, Ève, elle a porté tellement haut ses couilles, mais aussi ses idées. Parce que même sans dire un mot, avec un seul geste, elle a réussi à nous montrer une belle voie. Une voie où braver l'interdit, c'est aussi réclamer le droit de choisir. En choisissant de faire ce qui lui a plu, et en refusant d'obéir, elle a lancé l'idée qu'être en dehors d'une ligne droite définie, c'est parfois la seule façon, dans la vie, de prendre un bon virage. Même devant Dieu, elle n'a pas abandonné ni baissé les bras, elle a suivi bien avant Gandhi, Mandela ou Maître Gims, sa propre direction. Alors comme ça, je réponds très vite à la question, oui, il fallait croquer cette pomme, Ève a eu raison. Dès lors, je vous le dis, abandonnons-nous à la tentation. Préférons toujours les remords aux regrets. Peu importe que nous en sortions avec l'air triste ou l'air gai ou les deux, au moins à l'intérieur, nous n'aurons pas l'air morts. Laissons-nous aller au goût de la tentation, qui d'ailleurs est un bas goût. Ce bas goût qui est d'aller prendre le dernier carré de chocolat, de partir faire ce voyage, ou même de goûter à la coke ou l'herbe, si vous êtes persuadé que votre bonheur est dans le pré. Et tout ça, moi, je pense que je suis très bien placé pour vous le dire. J'ai aucun mental. Je résiste à aucune tentation. Que ce soit celle de manger un 3e croissant pour tester s'il est aussi bon que les 2 premiers, ou celle de faire semblant d'être un expert en vin, alors que je choisis les bouteilles seulement en fonction de la beauté de l'étiquette. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous des êtres insatiables. Alors quand on croque dans ces pommes, ça sert à rien de se sentir coupable. Et puis, le fait de nous laisser tenter à ne pas être des saints ne fait pas non plus de nous des diables. J'ai donc le sentiment qu'on sauvera notre monde le jour où on ne se fera plus du mal à force de chercher à s'éloigner de nos tentations. Laissons-nous attirer par celle-ci, parce que c'est en devenant des êtres aimants qu'on finit par être aimés. Faisons comme Ève, croquons la pomme jusqu'à nous en baiser la dent. Je vous invite donc à faire des choses folles. Je sais pas moi, comme les skippers du Vendée Globe, qui ont été tentés de partir pour 3 mois seuls face à la mer. Ou comme Calogero, pire, qui a été encore plus fou, en chantant pendant des années, seul face à la mer. Et puis, au fond, je crois que la vie, c'est comme une course du Vendée Globe. On peut tout gagner une fois qu'on se jette à l'eau et qu'on ne se fait pas mener en bateau par les autres. Et j'ai même envie de dire que Blanche-Neige, elle aussi, a bien fait de croquer la pomme. Moi, je serais même prêt à dormir 20 ans si c'était pour me faire réveiller avec le baiser d'un chevalier, avec une grosse épée. Heureusement, depuis, l'idée s'est bien diffusée qu'on n'accepte pas les friandises de la part d'inconnus. Même si cette idée a encore du mal à pénétrer dans les murs de l'église. Bref, désolé. Tout ça pour vous dire qu'Ève a eu raison. En dépassant ce qu'elle s'est fixé comme limite et ce que Dieu lui a fixé comme cap, elle a ressenti pour la première fois ce qu'on a tous pu ressentir au moins une fois. Cette envie de liberté qui nous habite et cette envie de vivre qui nous frappe. Alors cette vie, croque-la, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, même si faire comme elle et être une femme libérée, parfois, tu sais, c'est pas si facile. Et c'est vrai, parfois, l'arrêt-goût en est amer, voire complètement dégueulasse. Tandis qu'Ève a été punie par Dieu à cause de la tentation, ma sœur, elle est tombée malade de la tentation elle-même. Ma mère dit qu'elle va pas très bien, le médecin dit qu'elle est sujette à l'addiction, moi je préfère la vérité. Je préfère dire que ma sœur est alcoolique, comme moi et comme le reste de ma putain de famille. Sauf que cette merde l'a aussi rendue dépressive et anorexique. Alors en ce moment, sa vie, elle n'est pas très très joyeuse. Pour elle, toutes les journées sont épuisantes. Alors, elle passe tous ses dimanches à pleurer dans son lit, comme si elle était absente. Les Anglais appellent ce jour Sunday. Pourtant, ça fait longtemps que son soleil, elle, il a laissé place à des nuages. C'était pour moi une Bible, mais aujourd'hui, je n'ai plus grand-chose sur son visage. Et il y a quelques semaines,
On s'est même endormis tous les deux devant cette vidéo de Squeezie, que j'avais déjà vue mais sans lui dire, parce que c'est elle qui l'avait choisie. Et on est restés devant, éveillés tant qu'on a pu, à s'attacher chacun à un cœur qu'on a plu, se disant que si nous-mêmes et nos tentations, personne ne les supporte, bon, on sera toujours là, frères et sœurs, à partager le souffle de l'autre qui suffoque. Alors j'ai tellement honte. Honte, moi, d'avoir cru pendant longtemps qu'elle tenait l'alcool plus qu'elle tenait à moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'elle sache à quel point je la trouve grandiose, à quel point elle est brillante, cette étoile, plus belle que toute autre chose. Alors vous comprenez, pour moi, le problème, ce ne sera jamais ceux qui sont tentés, mais ceux qui la provoquent, ces tentations. Ce sont ceux qui font de ces choses comme l'alcool, mais aussi le sexe ou la dépression des tabous, sans comprendre que rien dire, ça empire tout. Je vous le dis, la tentation pèsera toujours moins lourd dans nos corps que le poids des interdits. Quand on ne dit pas touche à ça à un bébé, bien sûr qu'il touche à ça. Et on est tous des bébés. Certains sont juste plus moches et gras que d'autres. Alors retenez bien, on s'en carre le cul des règles. C'est d'ailleurs ce que fait si bien M. Froissart, notre directeur, à sa manière. Quand on lui parle des règles douloureuses pour les femmes, il en oublie ces règles de grammaire. Je rigole, il a quand même porté un t-shirt orange pour lutter contre les hommes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage qu'on ne nous laisse pas le choix ni la parole. Et moi, j'ai envie d'arrêter d'écouter ceux qui sont passés pour nos modèles. Si ce sont des modèles, c'est uniquement parce que face aux décisions, ils se défilent. J'ai donc envie ce soir qu'on fasse un doigt. Un doigt aux politiques, aux décideurs, aux créateurs, bref, à tous ceux qui pensent que le sens de la vie se trouve dans leurs règles, leurs lois, leurs textes, et pas dans nos cœurs. Et je dis ça parce qu'entre nous, c'est au fond de nos cœurs que se cache notre richesse et nos fantasmes les plus flous. C'est ici que notre orgie. Je vous demande donc de croire en vos décisions, en l'amour propre, même si je sais que certains, comme Clara, préfèrent quand c'est sale. Et l'ultime fois, j'aimerais vous dire de ne pas laisser tomber cette femme. Car je crois qu'elle peut être grave, cette passivité. Pensez à Newton. C'est en la laissant tomber qu'il a découvert sur Terre l'ampleur de la gravité. Dès lors, croquer dans ce fruit, il le fallait, il le faut et il le faudra. En effet, chaque jour où vos yeux s'ouvrent et votre cœur bat, vous êtes vivant. Vous avez gagné le combat. Alors, il est de votre devoir, chaque matin, en prenant cette pomme, d'aller la réclamer, cette putain de victoire. Mesdames, Messieurs les jurés, Celsiens, Celsiennes, bonsoir. Mais il me semble que vous êtes arrivés trop tard. Je vous observe depuis mon pupitre, adossé à vos fauteuils, en attente d'une surprise auditive, en attente d'un mot qui vous donnera la clé, en attente d'une façon de penser qui va vous libérer. Mais en réalité, vos espoirs sont vains. Je ne vais guère vous montrer un chemin, ni vous aider à guérir vos chagrins, mais plutôt vous dévoiler une vérité, quelque chose de tout simple que l'on a souvent tendance à oublier. L'éternel retour n'existe pas. Chaque décision est créatrice d'un instant que l'on ne vivra qu'une fois. Vos mines désenchantées ne me réjouissent guère, mais comme dit précédemment, une fois mon texte terminé, je repartirai sans savoir si le moment se serait passé autrement, si je vous avais tenu des propos plus convaincants. Oui, j'ai le regret de vous dire que vous êtes arrivés trop tard. Ils viennent de s'enfuir en courant. Ils sont partis par la porte de derrière sans faire un bruit, sans émettre le moindre son. Ils sont partis comme deux voleurs, comme deux amants, qui viennent de commettre un acte que la raison récuse. Ils se sont enfuis pour échapper au sage, à celui qui s'est éloigné des bruits de la cité pour ne pas être perturbé. Ils se sont enfuis par peur des conséquences, par peur du jugement d'autrui et d'un possible cataclysme. La fête est finie, l'acte a été commis. Pourtant défendus, la curiosité, l'excitation, le goût du risque, le désir qui brûlait leurs lèvres, les ont poussés vers ce fruit rouge, luisant. Promesse de leur union charnelle, la pomme a été mangée, que dis-je, dévorée, d'un appétit d'ogre, ils n'en ont rien laissé. Messieurs, dames les jurés, personnes de 20 ans ou plus présents dans cette assemblée, je vous prie de bien vouloir m'excuser, d'avoir démarré en vous livrant une telle fatalité. Mais je ne peux m'en empêcher. La pomme a été mangée, et il faut désormais penser à ce qu'il vient, sans jamais regretter. Fallait-il la manger? L'imparfait, loin de décrire le geste comme une perfection, révèle qu'il a eu lieu. Trop
trop tôt, une pluie d'interdictions nous est tombée dessus. Une averse de valeurs morales et de belles leçons ont été prononcées par des gens qui avaient un don, celui d'être adulte. Il ne fallait pas manger trop de bonbons, il ne fallait pas aller trop vite à vélo, il ne fallait pas parler à des inconnus, et il fallait travailler pour avoir des bonnes notes, ne pas rire en cours pour ne pas risquer l'exclusion, arriver à l'heure et j'en passe. Puis l'interdiction a glissé doucement vers la prévention. Ne pas boire trop d'alcool, la désinhibition est dangereuse. Ne pas tendre la main vers cette cigarette que nous aurons tant de mal à lâcher dès lors que l'addiction nous aura touchés. Toutes ces règles, tacites ou implicites, ont pour vocation de nous faire avancer sur le droit chemin. Ces règles nous ont mis des œillères. On ne regardait pas à côté car il ne fallait pas le faire. Mais l'humain est comme ça, que voulez-vous? Si le droit chemin existe, les détours et les chemins de traverse sont aussi de la partie. Ils sont là, tapis dans l'ombre, remplis d'interdits et de peurs. Les emprunter représentent un danger, mais également un moyen de s'affirmer. Le verdict est tombé. La note du devoir de mathématiques est médiocre. La cigarette est fumée, le verre de vodka pomme est terminé, l'amour est désenchanté, ça y est, la tête nous tourne. Nous sommes ivres, ivres d'avoir franchi la limite, ivres d'avoir vu des choses que nous n'aurions pas dû voir. Le lendemain est difficile. Des remords commencent à poindre lentement dans notre esprit. Peut-être que j'aurais mieux réussi ma vie si je les avais écoutés, eux, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui nous dictent depuis petits la marche à suivre. Mais ne faut-il pas tomber pour mieux se relever? Soudain, me vient une illumination. Ces personnes étranges et angoissantes, c'est la même qui me semble ne jamais avoir commis une seule erreur. N'ont-ils pas fait la même chose pour s'en rendre compte? N'ont-ils pas connu des matins difficiles où tout semblait horrible? Soudain, notre dos courbé se relève. Nous ne sommes plus effrayés et angoissés à l'idée d'avoir franchi la ligne. Nous ne craignons pas notre nudité face à ce fruit rouge, impassible, qui nous a fait commettre ce que nous n'aurions pas dû. Nous reprenons pleinement conscience. Conscience de notre liberté d'agir, conscience d'avoir notre mot à dire. L'action devient la solution, la clé de résolution. Vous vous souvenez, les deux amoureux transis qui sont partis avant même que le concours commence? Ils ne sont pas partis par honte ou par peur de votre regard. Ils sont partis parce qu'après avoir mangé la pomme, ils avaient envie de jouir, en pleine conscience de leur liberté. Ils le savent, ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Mais la conséquence, ils la connaissaient. Ils ont juste décidé d'agir plutôt que d'en avoir honte. C'est étrange, mais il me semble à cet instant précis que vos yeux sont le reflet de la fuite de ces deux fugitifs, qui sont d'ailleurs de très grands ennemis à moi. Mais n'ayez crainte, ce discours que l'on pourrait targuer de libertaire ou bien encore d'égoïste ne s'applique pas à ma personne. Non, moi je suis simplement leur porte-parole. Je disais donc, on m'a demandé de répondre à la question suivante. Fallait-il croquer la pomme? Mesdames, messieurs, je crains que cette question ne soit vaine, que cette interrogation ne naisse une simple constatation. Je ne peux pas croquer dans une pomme. Plus depuis ce matin de juin, où d'un simple éternuement, mes dents se sont brisées contre un lavabo. Ma destinée est alors devenue une chose rangée et bien ordonnée, à l'abri des tentations et de toutes sortes d'excès. En vous faisant part de cette anecdote terriblement gênante, je ne cherche pas à attiser votre pitié ou vos regards aiguisés sur mes facettes qui composent maintenant ma dentition, mais simplement vous prévenir que je ne suis pas dangereuse. Merci. Vous comme moi, nous avons déjà été blessés par amour. Il nous est tous déjà arrivé de croire, de le vouloir, puis de perdre espoir, et de ne plus savoir. Je le sais car ça m'est arrivé pas plus tard que le printemps dernier. Vous voyez une histoire du style je la rencontre au hasard, elle me plaît, je veux plus. Plus vite, trop vite peut-être. Je ne résiste pas à l'appel du premier baiser, premier rendez-vous et première nuit. Et je ressens le plaisir du désir réciproque, alors je plonge dans une brûlante passion, sans savoir que je nourrissais là un piètre feu de paille. Difficile d'aimer après ça, non? Ça fait mal. Alors, on se protège. Hors de question de retenter l'aventure, mieux vaut se complaire dans une carapace que d'affronter la cruauté. C'est plus raisonnable.
je vais dire, autant briser le cycle de la haine, de l'amour, et se contenter de ce qu'il y a déjà, plutôt que de poursuivre la quête d'une âme sœur qui n'existe certainement même pas. Non, décidément, je sors du marché du couple. Je ne veux pas tenter de me vendre à je ne sais encore qui pour je ne sais encore quoi. À ce point-là de ma vie, je ne sais même pas ce que je veux d'ailleurs. Quand on dit ça, on se ment à soi-même, vous ne pensez pas? On est dans le déni. C'est pour ça que nous couchons à droite à gauche en quête de sensations perdues. Parce qu'on les veut, ces sentiments. Mais on veut qu'on nous les rende aussi. Moi, je voulais qu'on m'aime. Comme avant. Alors, on lit d'anciens messages, on pleure parfois seul, pour rien. On espère revoir son visage, tout en ayant la peur bleue de la croiser au hasard dans la rue. Paradoxalement, il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un. On a parlé, on a ri, on a refait le monde. Et puis quoi encore? Je vais quand même pas me laisser piéger une nouvelle fois. Non. Pour elle, j'ai voulu passer le cap. On va pas se leurrer, on finit tous par le faire. La question n'est pas si l'on cède ou non à la tentation, mais pourquoi? De peur d'être seul, par faiblesse, résignation, ou bien en espérant quelque chose de meilleur, par courage, résilience. Tout le monde nous a dit qu'il faut vivre à fond, croquer la vie à pleines dents, comme si nous avions le choix, mais personne ne nous dit que même si nous ne le faisons pas, nous aspirons tous un jour à lâcher prise. Alors je ne suis pas un expert en amour, mais j'aimerais dire une chose. Lâchons tous prise, chacun à son rythme. Alors oui, ça fait mal parfois, mais plus la souffrance est grande et plus l'amour était fort. Faudrait-il que je n'expérimente plus jamais le plaisir pour ne plus subir la déception? Je refuse. Nous sommes aussi le résultat de nos erreurs. Je tomberai amoureux encore et encore s'il le faut, car mon plus grand amour reste l'amour lui-même. Nous partageons tous cette fatalité, c'est un langage universel. Alors oui, je suis prêt à m'écraser au sol après avoir touché le ciel, quitter le paradis pour expérimenter le monde, avaler la pilule rouge pour apprendre la réalité qui m'entoure. Je veux tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. Alors, merci mes ex, merci Néo, merci Eve, et merci Robin Williams, car, comme il le dit si justement dans le film Will Hunting, j'ai le plaisir de vous quitter ce soir sur ces mots. Désolé, mais j'ai une fille à voir. Donc le jury va annoncer le gagnant et la gagnante, puis le meilleur espoir, et enfin nous terminerons par le prix public. Alors oui, effectivement, on voulait commencer par remercier les participants et participantes, parce qu'on a beaucoup voyagé, quand même. On est passé d'un café à Istanbul à quelqu'un qui attend une réponse de son crush, des déboires amoureux, une femme qui n'est pas dangereuse, et une autre encore qui tourne cette pomme. Jusqu'où on va aller avec ça, on va vous le dire tout de suite. Oui, donc nous tenons à vous féliciter tous les 6 parce que nous avons vraiment à l'unanimité considéré que le niveau était excellent, vous avez fait rire, vous avez ému, donc on voulait vraiment vous féliciter pour cela, mais évidemment il a fallu choisir. Et donc nous avons choisi tu croques et parfois tu ne croques pas et finalement tu décides par croquer la pomme, donc bravo Clara.
merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un sujet qui n'était pas facile. Et comme vous l'avez dit, moi je pensais qu'on allait faire des trucs très similaires et en fait c'était très différent d'un candidat à l'autre. Et voilà. Mais donc, merci beaucoup. J'ai pas trop. Merci à vous d'avoir été là. Et voilà. Alors maintenant, on va annoncer le meilleur espoir, celui qui nous a fait rêver. J'ai la chance d'annoncer ce prix un mois avant pour vous remercier. Je trouve que ce qui est très beau dans les 6 prestations, c'est que c'est une rééloquence de la sincérité. Ce qu'on voit pas toujours, parfois c'est juste du jeu de mots, juste de la technique. Et je pense que chez vous aussi, on a vu un peu de votre personnalité, un peu de votre singularité. Et ça qui est beau dans l'éloquence, c'est quand on voit aussi la personne derrière le discours. Et une personne qu'on a vue et qu'on a identifiée comme étant le meilleur espoir, en l'occurrence là, meilleur espoir, c'est Justine. J'ai adoré écrire cette lettre et je suis très contente parce que j'ai eu un prix. Donc, merci beaucoup. Alors pour finir, on va annoncer le prix du public, celui qui nous a tous et toutes séduits, car on est en démocratie, donc vous voulez quand même faire un petit prix du public. Alors la personne qui a gagné ce prix, c'est encore Clara. Bravo à toi, tu nous as vraiment touché, tu nous as fait rire, voilà, tu as transporté le public. Donc, bravo à toi. Merci. Merci beaucoup. Non mais je suis contente de vous avoir emmené quelque part parce que, comme tu l'as dit Pierre, c'est assez personnel. Enfin, j'ai fait des jeux de mots, mais j'ai essayé de faire un truc un peu... à mes heures perdues. Mais j'ai essayé de faire un truc un peu quand même personnel, donc je suis contente de vous avoir touché. Donc merci beaucoup pour votre présence et voilà, merci beaucoup. Donc, puisqu'on est sur les merci, je vais commencer par remercier notre jury. Merci beaucoup d'être venus. Merci d'avoir pris le temps d'écouter donc tous ces discours qui étaient magnifiques. Merci d'avoir amené vos compétences pour rendre ce concours d'éloquence encore plus intéressant chaque année. Merci à vous. Félicitations bien sûr aux 3 lauréats, aux 2 lauréates. Ma foi, je m'attendais à une 3e lauréate et il se trouve que tu as cumulé. Donc félicitations. Félicitations à Justine aussi pour ça. Et merci aux autres candidates et candidats qui avaient des propositions excellentes également. Sur une partie un peu plus technique, je remercie le service technique qui nous a accompagnés pour organiser cette soirée. Je remercie également les associations Comer et le studio qui couvre l'événement. Merci à vous. Et enfin, en interne, je remercie au sein du Culturiste les pôles partenariat et communication. Et qui ont travaillé vraiment de manière intense avec nous à la préparation de ce concours. Et pour finir, je suis très fière de ce concours et merci à vous, public, d'être venus. Et bien sûr, il reste un peu dans le monde ce qui n'a pas pris le micro, et merci à Jean, notre secrétaire, qui a également énormément contribué. Pour conclure, bon, je ne suis pas aussi éloquente peut-être que nos candidats et nos candidates, mais merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et à défaut de croquer la pomme, quand le décide ou non, croquons la vie à pleines dents, et je vous souhaite une bonne soirée.